C'est un peu le but de ce film, c'est de montrer qu'on n'est pas la seule société intelligente sur Terre, qu'il y a d'autres sociétés qui sont là depuis bien plus longtemps que nous, qui connaissent cette planète peut-être mieux que nous. On a quelque chose à apprendre d'elle et il faut qu'on réalise qu'on n'est pas seul, quoi. Simplement, on utilise notre intelligence différemment. Nous, on utilise notre intelligence à adapter l'environnement à nos besoins, alors que les baleines, elles utilisent leur intelligence à vivre en harmonie avec leur environnement et à s'adapter, elles, à l'environnement. Les baleines, elles utilisent, je crois, leur intelligence à apprécier le fait d'être baleine et à s'amuser. Alors nous, on utilise notre intelligence à développer la technologie et de faire des choses extraordinaires, mais finalement, on a peu de temps pour les temps libres et la vie passe. Bonjour, c'est Anne-B. Tu es sur Storylifique, le podcast 100% outdoor. Ta mission ce jour, te faire du bien tout en faisant du bien à la planète. Comment ? Écoute des invités qui te parlent de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation. Donc si ce podcast te plaît, parle-en autour de toi, car plus il y a d'oreilles, plus on plante. C'est pas beau ça ? Toutes les explications sont sur storylifique.com et dans les notes de l'épisode, tu trouveras le lien pour le partager. J'ai fait la connaissance de Jean-Albert Lièvre grâce à René Euzet, qui est déjà passé sur ce podcast, épisode 14. René a tourné certaines images du dernier film de Jean-Albert, Les Gardiennes de la Planète, qui sort ce 22 février au cinéma en France. Ces gardiennes sont les baleines et il nous faut toute la magie des images et de ce film pour comprendre pleinement à quel point ce titre est exact. J'ai eu la grande chance de le voir en avant-première et c'est donc en connaissance de cause que je peux te le dire, j'ai adoré. Ce film m'a émerveillée tout en me retournant gentiment comme une crêpe dans ma vision du monde. Et au fait, je n'ai pas été la seule à le voir en avant-première, Amandine et Valentine l'ont regardé avec moi. Et si tu veux connaître leurs premières impressions, je les ai glissées tout à la fin de cet épisode. Je te livre ici une interview avec un réalisateur d'une gentillesse extraordinaire et qui m'a beaucoup touchée. Et je remercie René Euzet de m'avoir autorisé à utiliser quelques enregistrements originaux de baleines pêchées par ses soins pour agrémenter l'épisode. Bonjour Jean-Albert Lièvre. Bonjour. C'est une grande chance de pouvoir parler avec toi ce jour. On va parler de ton film qui sort bientôt en salle, Les Gardiennes de la Planète. Alors, pour commencer par le commencement, je propose qu'on commence en parlant de ton parcours. Pour les bases, on peut dire que tu es né en 1961, que tu es réalisateur et que tu as fait beaucoup de choses. Alors, tout en déclinant ton CV, je sens que je vais beaucoup m'interrompre pour te poser des questions. Alors, tu as créé en 1982 Décofilm, la première société de repérage pour le cinéma et la télévision. C'est quoi ça ? À l'époque, j'étais surpris, j'étais chauffeur sur un film et j'avais rien à faire de la journée que d'accompagner l'actrice principale le matin, d'attendre et de la ramener le soir. Donc j'ai discuté avec les gens du tournage et je me suis rendu compte qu'il y avait une lacune. Il y avait le régisseur cherchait un décor pour une des scènes du film et il ne le trouvait pas. Donc je me suis proposé pour trouver le décor et j'ai trouvé, c'était une scène dans un appartement d'étudiants. J'avais un copain qui avait un appartement qui correspondait. J'ai fait visiter et ils ont loué l'appartement à la journée. Je me suis rendu compte qu'ils dépensaient une somme folle pour louer l'appartement. Et il n'y avait pas de société spécialisée dans la recherche de lieux de tournage à Paris à l'époque. Donc j'ai créé Décofilm qui était spécialisé dans la location d'appartements, de maisons, de restaurants. J'ai fait un catalogue, en fait, il n'y avait pas Internet à l'époque, mais j'ai fait un catalogue photo de différents décors potentiels de gens qui acceptaient de louer leur appartement ou leur maison, leur bien à des tournages. Ah, Et voilà. excellent, ouais. Et puis j'ai été contacté à ce moment-là par des Japonais qui avaient une série japonaise qui se tournait à Paris. Et c'est comme ça qu'après, c'est la suite du CV, c'était j'ai travaillé avec le Japon. Ok, ah voilà, oui, oui, c'est vrai, effectivement. Donc Jipo ou Gipo, je sais pas comment ça Jipo. se prononce du Ouais. coup, voilà. Et donc tu as organisé dans toute l'Europe des productions de reportages et films publicitaires à Ouais. destination du Japon. C'est quoi les spécificités des Japonais dans le travail comme ça ? Non, parce que au Japon, à cette époque-là, en tout cas, je crois que c'est toujours le cas, tous les produits qui ne touchent pas l'alimentation étaient tournés en Occident, enfin, étaient tournés soit dans des villes comme Paris, Rome, aux États-Unis, etc. Et c'est pour les voitures, pour la mode, pour tout ce genre de choses. Et donc, ils débarquaient avec les équipes japonaises et ils envoyaient à l'avance un storyboard du film à tourner. Et je trouvais pareil les décors, les lieux. Et puis,
me suis occupé aussi de trouver les mannequins, enfin, d'organiser les castings, etc. En fait, j'étais le seul Français occidental dans cette société japonaise. Il n'y avait que des Japonais. Et moi, au départ, mon souhait, c'était d'apprendre le japonais. Donc, je m'étais dit, je vais m'immerger dans cette ambiance japonaise, comme ça, parler japonais sans arrêt. Et le soir, je prendrais des cours. Mais ils sont tellement intenses dans le travail que le soir, j'avais qu'une envie, c'était de ne plus entendre parler japonais. Donc, j'ai jamais appris le japonais. Voilà. Ils sont très, très, très rigoureux. Ça m'a donné d'ailleurs une rigueur dans le travail. Ça m'a appris. Ça a été une école formidable. Et ce qui est intéressant, c'est que comme ce bureau JIPO là, a été responsable pour l'Europe de ces tournages, j'ai organisé des tournages en France, mais aussi en Italie, en Espagne, en Norvège, en Finlande, dans des décors. Et j'ai commencé à voyager, à prendre cette habitude d'organiser des tournages à l'étranger, de traiter avec les autorisations, les douanes, les techniciens étrangers, etc. Et c'est comme ça que l'étape suivante du CV, c'est euh, Eolis Production. Et puis tu as collaboré ensuite après en tant que réalisateur aux émissions Euh, Ushuaïa. Voilà. Mais Eolis, c'est intéressant parce que Eolis, c'était une société créée par Gérald Calderon, qui était à l'époque un grand nom du cinéma animalier, qui Oui, oui, travaillait c'est un nom beaucoup qui me disait quelque chose ouais, quand j'ai lu avec. ça. Ouais. Oui, il avait été primé à Cannes, il a eu pas mal, il a fait plein de films. Et lui, il cherchait, enfin, c'était ses fils qui travaillaient avec lui à l'époque, il cherchait quelqu'un qui ait une expérience internationale. Parce qu'ils avaient une série à l'époque avec Arte, c'était pas Arte, c'était la 7 qui se créait, qui se tournait partout dans le monde. Et moi, j'avais rencontré leur fils et ils savaient que j'avais cette expérience internationale, donc ils m'ont contacté pour que j'organise des tournages en Inde, en Afrique, au Mexique et aux États-Unis. Et ça a été comme ça que j'ai découvert, en fait, c'était mon premier voyage hors Europe, en Inde et au Népal, où je suis resté 3 mois à organiser un tournage et c'était fabuleux, quoi. Ouais, j'allais dire, il y a pire. Et la grosse différence avec ce que j'avais connu, l'expérience précédente avec les Japonais, qui étaient des équipes lourdes, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de techniciens, etc. Là, j'ai découvert des tournages où on était 3. Ah. Super agréable. Et j'ai découvert la nature, j'ai découvert ce que c'était de filmer des oiseaux. Parce qu'en Inde, ça avait commencé par un film sur la réserve de Bharatpur, qui est une réserve d'oiseaux. Et donc, on passait des heures à attendre, à regarder, à observer. En tout petit, on était 2, 3. Et j'adorais ça. Et donc, je suis resté avec eux pendant 15 ans. Ah ouais, quand même, 15 ans, ouais, Oui, ouais, à faire 10, ça. 15 ans. Ouais, René me disait que c'était aussi. Attends, c'est Didier? Non, c'est Didier qui m'avait dit. Didier Noireau, tu le connais aussi? Ouais, ouais. Ouais, c'est ça, qui Pas me disait bien, aussi mais je connais. ouais, apprécier aussi les petites équipes. Je crois que dans le métier, on se rend compte que c'est. Ouais, c'est ça la différence entre la fiction et le documentaire, c'est le fait de prendre son temps, d'attendre, d'être en petite équipe, de vivre vraiment des aventures humaines incroyables. Enfin, je Ouais. pas l'expérience des longs métrages, si ce n'est à l'époque où j'étais chauffeur. Et donc, de Eolis, alors si on te demande comme ça, il y a un tournage qui revient, qui dit, ah oui, ça, c'était quand même. Ce sera Ah, celui moi, de l'Inde bah, parce que c'était le premier ou? ouais, alors il y a l'Inde parce que c'est les odeurs, c'était des odeurs incroyables et effectivement, moi, je découvrais, j'avais 25 ans. Tu Tout parles le monde des parlait odeurs plutôt ce des qu'on odeurs imagine de tout de suite cuisine ou la nature là-bas, une toutes odeur. les odeurs partout dans l'Inde. Dès qu'on arrive à l'aéroport, on est absorbé par des odeurs qu'on retrouve Ouais. sur les billets de banque, qu'on retrouve partout, qu'on retrouve dans la rue, qu'on retrouve dans la petite échoppe du coin. Les odeurs de Là, quoi? Hmm. ça m'avait passé des odeurs d'épices, de thé, de caramel. C'est très agréable. Et puis la beauté du pays, la beauté les couleurs, la beauté des femmes, des hommes aussi, la douceur de vie. Enfin, moi j'adorais. L'Inde, Népal, j'ai adoré. Mais le tournage qui m'a le plus plu, d'ailleurs que j'ai fait 6 films après sur le même sujet, Oui, c'est le je crois que Costa on peut dire que Rica et ça a plu. la forêt du Costa Rica, la canopée, c'est-à-dire la cime des arbres. C'est ce qui m'a amené à travailler pour Ushuaïa, d'ailleurs. Parce que À Hulot mon avait avis, vu. c'était des images que j'avais vues, parce que ça, là, je te dis, Ouais, il y a eu des images de canopées qui avaient émerveillé beaucoup de ouais, monde. Et moi, je me souviens de ces images de canopées aussi. ouais. Donc, Et là, j'avais découvert un biologiste américain qui a été un des premiers à explorer la canopée. Il avait tissé un réseau de câbles, de toiles d'araignée sur les oui, arbres. oui, Il oui. vivait D'un là-haut. arbre à l'autre. Oui, 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 je me souviens bien de cette aventure-là.
Ouais, et moi, je suis allé avec lui là-haut. On dormait dans sa cabane qu'il avait construite, ce qui était hyper confortable, hein, dans les arbres. On était réveillés le matin par les sons de la forêt, parce que les sons le matin sortent de la forêt et montent du bas vers le haut. Au fur et à mesure que le soleil touche les différentes strates de la forêt, ça réveille différents oiseaux et différents Mhm. animaux, jusqu'à ce que ça touche le sol, avec là des grenouilles qui se réveillent, ça fait bon, bref. Et moi, j'ai adoré cette expérience-là. Donc, j'ai fait 6 films avec lui, différents, au Costa Rica, dans la forêt. À l'époque, le Costa Rica, c'était inconnu du grand public. Je disais, je pars au Costa Rica, ils ne savaient pas où c'était. Aujourd'hui, c'est hyper touristique, tout le monde y va. Et tout le monde fait de l'acrobranche, Eh ben, d'ailleurs. tiens. Ouais. Ouais, Et non, j'avais découvert cet ouais, univers qui vit dans la canopée, c'est juste dingue, hein. Je crois qu'il y a ouais. même des grenouilles qui vivent Ouais, il y a des dans grenouilles, il y a les des flaques sources d'eau dans retenues dans les par les broméliades. feuilles, ouais. Ouais, Ouais, c'est ça, c'est c'est ce qu'on dingue. filmait, ce qu'on montrait. Alors, Ouais. Nicolas Hulot avait vu cette émission, parce que c'était pour Canal+, ça. Et, Mhm. l'équipe de Nicolas avait vu ce film. Et du coup, ça lui a donné envie, lui, d'aller grimper dans les arbres, etc. Donc, il m'a contacté pour qu'on l'amène au Costa Rica. Et Mhm. je l'ai rencontré, moi, vraiment, je l'ai connu vraiment au Costa Rica, là, dans la forêt, en haut des arbres. D'accord. Et du coup, on a Drôle d'endroit pour une sympathisé. rencontre. Ouais, et après, j'ai collaboré à d'autres choses, j'ai fait d'autres choses, j'ai pu faire d'autres choses. Oui, 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 oui. Sur celle-là qu'on était à Ushuaïa, le magazine, puis Ushuaïa Nature. Tu Mm. as fait les deux, Mais hein. j'étais Ouais. indépendant, j'étais pas interne à l'équipe. Moi, j'avais créé une société de production que j'ai toujours d'ailleurs, qui coproduit ce film sur les baleines. Et, euh, et moi, j'intervenais en extérieur et je faisais plutôt les sujets parce que je préfère partir seul ou à deux, à trois. Parce que les plateaux, c'était beaucoup de monde, beaucoup de techniciens, trois, quatre caméras, etc. Euh, Donc explique-moi la différence entre un plateau et un sujet pour ceux qui ne sont pas du métier. les plateaux, c'était la partie avec Nicolas Hulot qui commente l'émission, qui est sous l'eau, qui est dans les airs, etc. Et à l'époque, il lançait des petits sujets. Il disait, maintenant, nous allons voir un film sur la canopée, etc. Et là, il y avait un film de vraiment 12, 13, 14 minutes sur un sujet où lui n'était pas présent. C'était le portrait de quelqu'un d'autre ou c'était un sujet sur un animal, sur un truc. Donc Il te moi, je fallait faisais combien de surtout temps pour les... préparer un sujet comme ça? Oh, ça allait vite. À l'époque, moi, j'avais été, quand j'étais en pension, j'étais abonné à National Geographic. À l'époque, il n'y avait qu'une version, c'était la version américaine, hein, le National Geographic anglais, enfin, en anglais. Et tous les soirs, moi, je feuilletais ces National Geographic, je trouvais des reportages, enfin, il y avait des reportages sur les grenouilles, sur les forêts, sur les chimpanzés. Je me souviens d'un reportage de Jane Goodall, mais elle avait 25 ans, elle était, et je trouvais ça fou, cette jeune fille avec ses chimpanzés, ces machins-là. Et en fait, je me suis servi de tous ces magazines de National Geographic pour proposer à Ushuaïa des sujets. Et en fait, je suis retourné sur tous les sujets qui m'avaient fait rêver gosse dans ma pension, dans le dortoir. Donc, Trop génial. je suis allé Ouais. faire les morses en Alaska, les chimpanzés en Afrique, les éléphants, les girafes, et toutes mes sources. Donc, moi, j'avais déjà tous mes sujets prêts parce que j'avais toute cette collection en avance. Et donc, je proposais, comme c'était hebdomadaire, Ushuaïa à l'époque, il tournait avec 3 émissions d'avance ou 2 émissions d'avance. Et je proposais à Pascal Ancio, le producteur, ou Nicolas directement, et des sujets. Voilà, on pourrait faire ça, les morses en Alaska, sur l'île aux morses, où il y a tous les ans un rassemblement dingue de morses. On pourrait faire l'arbre creux au Costa Rica. Il y a des arbres qui sont creux et avec tout un écosystème à l'intérieur. On pourrait faire les dugongs en Asie, les baleines au Silverbank. Mais oui, Je pourquoi pas. proposais des sujets. Et donc, je D'accord. partais, à l'époque, c'était génial parce qu'il n'y avait pas besoin d'écrire un scénario de 20 pages et de trouver un financement, etc. Je montrais 3 photos et 2 lignes, et la semaine d'après, j'y étais. Ah, génial. Et donc, Mm. tu bouclais en une semaine alors pour être prêt Non, pour... non, j'exagère un peu, mais hein. j'exagère un peu, c'est pas en une semaine, mais j'avais, ça dépend des sujets, mais certains étaient simples à organiser, d'autres étaient plus compliqués, demandaient d'aller d'abord sur place, préparer, etc. Mais c'était assez rapide. Ah ouais, génial. Oh, c'était une super époque. Donc après, dans les années 90, tu me disais que c'était encore une toute autre aventure que ça ne serait maintenant, avec le poids et le volume des matériels. Parce que quand tu parlais de la canopée, là, effectivement, t'allais pas avec ta GoPro, hein. Non, il n'y avait pas de GoPro, il n'y avait pas de drone. Donc, si on voulait faire des prises de vue aériennes, c'était hélicoptère.
Parfois, il n'y avait pas d'hélicoptère dans les régions, donc c'était des Cessna, des petits avions privés où on retirait la porte. Et puis, bon, c'était plus compliqué parce que du coup, on n'a pas d'image stable. On est obligé de faire un cercle. Et enfin, on faisait des belles images quand même. Moi, j'ai fait plein d'images en Cessna. C'était bien aussi. On était accrochés avec un harnais à l'extérieur de l'avion et puis on Ah, prenait les photos. carrément, ouais. Ouais. Enfin, à l'extérieur, à la porte ouverte, on retirait les portes qu'on laissait à l'aérodrome. Et Cessna, c'était bien parce que tu as les ailes au-dessus, donc t'es pas gêné par les ailes. Et effectivement, pour monter dans les arbres, c'était au tout début, d'ailleurs, la première émission qu'on a fait dans les arbres avec Nicolas, on n'avait pas encore les Betacam avec le corps de la caméra. Un corps, il y avait un enregistreur dans le dos et le corps de la caméra, donc il fallait porter l'enregistreur dans un sac à dos et la caméra et monter, etc. Donc c'était parce qu'il faut imaginer quand Nicolas était dans l'arbre, il y avait trois mecs autour de lui qui étaient lui, eux, avec des caméras dans l'arbre Oui, c'est aussi. ça. Finalement, c'est lui qui était le plus à l'aise, quoi. C'était Les effectivement, vrais héros, c'était ceux qui filmaient, qui devaient et pas tomber, et porter, et avoir les bonnes prises de vue. Les héros méconnus. Alors, t'as fait beaucoup d'autres choses, hein, des spots et des docus de com pour l'UNICEF, l'Agence spatiale européenne, j'en passe. Tu participes à la création de Chat Télévision, tu co-crées l'émission Sur les routes d'Ushuaïa avec Pascal Ancio. Tu es membre de l'Explorer Club de New York. Pourquoi celui de New York? parce que j'avais fait un film sur un explorateur espagnol qui était parti du Pérou pour rejoindre Tahiti sur un bateau de paille. De En fait, paille. de paille, ouais, de paille de lac du Titicaca. Ok. Ces bateaux que les Indiens du lac Titicaca utilisent et sur la côte nord du Pérou, au nord, là, à Chiclayo, les pêcheurs utilisent ces bateaux faits de ballots de paille regroupés les uns avec les autres et ils surfent sur les vagues avec ça. Ah, ok. Et donc lui avait fait un bateau géant du même système pour rejoindre Tahiti depuis le Pérou sur les traces de Kontiki. Kontiki avait fait ça dans les années 50 avec un bateau, avec un radeau en bois pour Mhm. démontrer que les Indiens, c'est une théorie qui est contestée d'ailleurs, euh, pour démontrer que les Indiens du Pérou avaient colonisé Tahiti et la Polynésie, avaient D'accord. navigué sur les routes, sur les mers. Alors qu'il y a une autre théorie qui est l'inverse, qui est en fait les Polynésiens sont venus sur le continent sud-américain. Mais bref, donc j'avais fait ce truc-là et j'avais rencontré Torre Heyerdahl, donc le créateur de Kon-Tiki, qui est une Mhm. personnalité très connue, qui est décédée maintenant, et qui était à l'Explorer Club. Et j'avais fait un film de toutes les aventures de cet Espagnol et de Kon-Tiki que j'avais présenté à l'Explorer Club et qui était fait de toutes les images que j'avais fait ailleurs dans le monde. C'était une espèce de tour du monde. Ah, ouais. Et le président de l'Explorer Club était là, il a vu, et on a sympathisé, et puis il m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Alors je lui explique, il m'a dit, mais vous devriez postuler, moi je soutiens votre candidature. Et donc j'ai eu comme parrain le président de l'Explorer Club et Torre Heyerdahl à l'époque qui était une sommité, et donc j'ai été élu dans le club. Ah, Ce ben qui voilà. m'a servi énormément, mais c'est toujours agréable, parce c'est un club à la anglaise, avec, ils ont un building assez fabuleux à New York avec où je peux rester si je vais à New York, il y a des chambres et des trucs. Il y a un salon avec tout un tas de lecteurs et tous les membres de de l'Explorer Club font des dons de ce qu'ils ont découvert. Alors, parce que ça va de Neil Armstrong à James Cameron d'ailleurs est membre du club. Et donc, il y a une espèce de bibliothèque avec plein d'objets. Il y a le piolet de Imand Harry qui est monté à l'Himalaya. Il y a des trucs de Torre Heyerdahl. Il y a un caillou de la Lune ramené par Armstrong. Ah, oui, Il oui. y a plein de choses. Il y Wow. a des pots de bêtes, il y a des ours polaires. C'est un Ah, décor ah, ah. qui est assez extraordinaire. Ah, oui, 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 oui. Et oui, c'est un vrai décor, quoi. C'est pas un Un décor vrai sur le décor, hein. décor. Il y a toute une histoire derrière chaque objet. C'est un Ah, peu, ça fabuleux, ressemble ça. au décor d'Harry Potter, un peu. Ah oui? Oh, trop cool. Et bon, ouais, il faut être membre, faut pouvoir avoir accès à tout ça. Ouais. Bon, Donc bah, il y ça, a c'est plus qu'à, l'avantage. Et hein. puis l'avantage, c'est aussi de pouvoir rentrer en contact avec des spécialistes, parce que j'ai Bien accès sûr. direct par le club à des spécialistes, des grands fonds. Si je veux faire demain un film sur les éléphants, ça me permet. Mais c'est une carte de visite pour pouvoir entrer plus facilement en contact avec les gens.
Mais j'avoue que je m'en suis pas tellement servi, en fait. Mais je pense que je vais peut-être faire une projection de mon film là, à New York, l'Explorers Club. Ah, chouette. Et c'est quand tu... Non, c'est pas quand tu travailles à Choya, finalement, que tu as le plus voyagé. C'est avant. Les deux. Pendant, ouais, en fait, j'ai toujours, depuis l'âge depuis que j'ai démarré avec le japonais, j'ai pas arrêté de voyager. Ce qui est pas très bien. Maintenant, on culpabilise les gens qui voyagent trop, mais On n'en parlait pas à ce point-là avant, hein, déjà. non. Oui, on voit que les mentalités changent, qu'on essaie d'avoir des images faites par des locaux. Mais d'ailleurs, pour C'est ce que j'ai fait, ouais. petite transition, c'est ce que tu as fait C'est ce que exactement. j'ai fait. Ouais, on en a déjà parlé avec Yann Arthus Bertrand, qui lui aussi essaie de plus en plus de récolter des images un peu partout par le monde. Ouais, Vu la qualité du matériel maintenant, ouais. voilà, ça devient beaucoup plus accessible pour tout le monde, et donc il y a des gens très très bien équipés partout. C'est plus la peine Ouais, de il y a prendre des, toutes les images soi-même. voilà. C'est pas la Toi, tu peine l'as fait aussi. de transporter des tonnes de matériel, de fret, etc. Oui, nous, on a tourné en plein Covid, en plein confinement. Donc, il y a eu c'était une chance et un problème. Un problème parce que beaucoup de destinations étaient fermées. On ne pouvait pas aller, donc en Asie, à droite, à gauche. Et une chance parce que là où on a pu aller, on était seul. Il n'y avait pas de tourisme, il n'y avait pas de trafic maritime. On était seul sur les plans d'eau, on était seul. Les locaux avec qui on travaillait, pêcheurs, plongeurs, etc., étaient disponibles. Et quelque part, les rencontres qu'on a eues avec les baleines étaient sans doute plus fortes que ce qu'on aurait eu en période de non-Covid. Et le plus possible, donc on partait à 2-3 de Paris. J'ai simplement amené le corps de la caméra extérieure et des optiques que je trouvais pas sur place. Et tout le reste, on l'a pris sur place. Tahiti, Mexique, Argentine, Chili. Il n'y a que Groenland où on a eu du mal à trouver un droniste. Donc on est venu avec le droniste, mais ailleurs, le droniste était un local et les plongeurs aussi et le matériel aussi, caméra, caisson, etc. Local. À Tahiti, c'était un Tahitien enfin, qui vit à Tahiti, Yann Hubert, plus un local, un apnéiste qui vivait là, que j'ai rencontré d'ailleurs par hasard. Je me suis rendu compte qu'il était tellement bon en apnée que je lui ai donné une caméra. Donc ouais, le plus possible. Et puis les endroits où on n'a pas pu Attends, aller, juste l'apnéiste, quel est ouais, l'intérêt d'aller faire en apnée? Ça doit être très très long quand même. si, parce que les baleines à bosse, il Ils vaut n'aiment mieux pas les pas faire bulles, de hein. bulles. Non, elles n'aiment pas les Ouais. bulles. Enfin, elles font des bulles et elles font des filets de bulles, etc. Mais c'est quand dans les périodes c'est un signe de danger ou de peur ou de je sais pas quoi, ça peut leur faire peur et les contacts sont moins forts. Et le recycleur, ça le faisait pas? Ouais, donc Yann Hubert plongeait en recycleur. Mhm. Mais recycleur, c'est lourd. Il faut être vraiment avec une baleine qui accepte de rester et de vivre, ce qu'on a eu d'ailleurs, ce qu'il a eu. Mais pour aller sur la baleine en palmant avec le recycleur dans le dos, etc., on s'essouffle rapidement, c'est plus le caisson, etc. C'est pas aussi souple qu'en apnée. En apnée, avec cette petite Alpha 7, lui, il était systématiquement sur la baleine. Puis c'est pas pareil aussi d'avoir ce contact de deux mammifères sous l'eau, face à face, qui se regardent dans les yeux. J'ai l'impression que le contact est plus facile en apnée. Et il faisait des apnées très, très longues, hein. C'était vraiment. C'est pour ça que je lui ai donné une caméra, parce que je me suis dit, mais. Puis il y a des personnes qui ont des contacts plus forts avec les animaux, qui attirent, enfin, qui ont le contact animal, et d'autres pas. Et ce gars-là, il avait le contact Nicolas, il avait un contact incroyable. Vraiment, on sentait qu'il y avait une espèce d'interaction entre lui et la baleine. Et donc, je me suis dit, mais il faut en profiter. Parce qu'en fait, au départ, son rôle, c'était d'être spotter. C'est-à-dire que quand on est en mer et qu'on cherche les baleines, on les voit souffler au loin, donc on se rapproche, on attend qu'elles sondent, on voit où elles ressortent après avoir sondé, et à ce moment-là, le spotter se met à l'eau, seul, sans rien, etc., puis fonce sur la baleine, généralement, elle ressonde, mais il reste au-dessus d'elle, et il plonge pour voir où elle est, et hop, il remonte, On sait Et, que c'est là qu'il euh, faut aller. et quand il remonte, il lève le bras et nous, on sait que c'est là qu'il faut aller. Mais il va justement avec la caméra, le recycleur, en palmant, etc. Et on met un certain temps, mais lui reste au-dessus pour voir où elle est, quoi. Il la suit pas, Mhm. il la perd pas. Et pourquoi je racontais ça? Je Parce ne qu'on sais parlait plus. de cet apnéiste qui était là pour ça au début, et puis finalement, Ouais, tu as donc il était remarqué là ses capacités, et tu as dit, ah, on va en faire quelque chose de ce ouais, gars-là. et voilà. Et je lui ai proposé et il a accepté. Donc Mhm. il a fait des images. Et ça va? Il a fait des bonnes images parce que c'est encore Très un autre bonnes images. travail. Ah, Ouais. Non, génial. non, il a fait des Belle bonnes images. histoire.
Ah, peut-être ça va être une nouvelle vocation pour lui aussi alors. Oui, je pense que ça l'intéresse. Dans ta bio sur ton site, il est écrit que tu es devenu un écologiste accidentel. Tu peux nous l'expliquer? C'est écrit ça? Ah oui, c'est écrit ça. Ça veut dire simplement que tu l'étais pas au départ et puis que, par contre, la conviction est venue à force de travailler justement sur les documentaires, je suppose, hein. Non? Oui, 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 sans doute, oui. Non, non, mais c'est vrai que j'ai pas, mais à l'époque, vous savez, on n'était pas, il y avait pas les écologistes, c'était René Dumont ou quand j'étais enfant, vous Oui. voyez, c'était un peu des farfelus. Mais c'est vrai que de passer mon temps dans la nature, de vivre au contact des animaux, de voir la planète changer, parce que c'est vrai qu'il y a une vraie différence depuis les années 80 à aujourd'hui, retourner sur les mêmes lieux, et par le tourisme, et par la pollution plastique, les pollutions sonores, l'urbanisation, la perte de territoire, ça a vraiment changé. Mhm. On peut vraiment le constater. Moi, je suis retourné dans plein d'endroits où on est allé, c'est plus la même chose. Il reste quelques Mhm. petits îlots protégés, mais donc oui, ça pousse à devenir sensible à l'écologie et essayer de reconnecter les gens au vivant. C'est un peu le but de ce film, c'est de montrer qu'on n'est pas la seule société intelligente sur Terre, qu'il y a d'autres sociétés qui sont là depuis bien plus longtemps que nous, qui ont un autre système de communication, un autre système d'éducation, qui connaissent cette planète peut-être mieux que nous, parce que pour les baleines, elles connaissent un territoire 3 fois plus vaste que le nôtre. Donc nous, on connaît que 5% des fonds marins. Elles explorent depuis des millions d'années. Elles utilisent des courants marins que nous, on ne connaît pas vraiment. Et donc, on a quelque chose à apprendre d'elles et il faut qu'on réalise, et c'est ce que je voudrais, le message qui passe à la fin du film, qu'on n'est pas seul, quoi. Simplement, on utilise notre intelligence différemment. Nous, on utilise notre intelligence à adapter l'environnement à nos besoins et à contrôler l'environnement, alors que les baleines, elles utilisent leur intelligence à vivre en harmonie avec leur environnement et à s'adapter, elles, à l'environnement. Donc voilà, Ouais, tout à fait. deux pics d'intelligence différents. Et puis, intelligence, ça peut être relatif. Il y avait c'était simplement un vlogueur qui voyageait beaucoup, qui disait oui, on se croit toujours supérieur, mais quand j'avais été en Papouasie-Nouvelle-Guinée, que là, les gens créent encore leur propre subsistance, j'étais un boulet, quoi. C'était moi l'inadapté, quoi. Donc, c'est très relatif là où on est intelligent. Si effectivement les supermarchés demain sont vides, il y en a énormément, là, la toute grande majorité de la population a un gros problème, quoi. Quand les animaux, eux, ça leur posera aucun souci, bien au contraire. Donc oui, l'intelligence et l'adaptation, c'est quelque chose de très relatif. C'est-à-dire que les baleines, elles utilisent, je crois, leur intelligence à apprécier le fait d'être baleine et à, Mhm. et à s'amuser. Alors nous, C'est on le utilise message notre aussi. intelligence à développer la technologie et de faire des choses extraordinaires, mais finalement, on a peu de temps pour les temps libres Mhm. et la vie passe. C'est vrai qu'il n'y a jamais eu autant de confort, autant de gens anxieux ou déprimés. Tu dis, peut-être Il y a un qu'on ferait problème. bien de réfléchir un petit peu. À propos de messages écologiques, donc il y a le film Le syndrome du Titanic avec Mm. Nicolas Hulot, pardon, ça va mal, Ouais. Euh, Nicolas Hulot, et une critique sur le progrès qui n'a pas pris une ride en fait, au contraire, qui à mon avis il serait encore mieux reçu maintenant qu'il ne l'a été en 2009 où il devrait Ouais, peut-être ouais. regarder en disant bah tiens et quand ils viennent Oui, on nous a accusés un peu d'être pessimistes et de ouais saper le moral et de montrer des voilà. choses atroces. En fait, on montrait la réalité déjà. Simplement, le fait de la cadrer différemment, on en prend conscience parce que j'ai filmé que des choses finalement banales, les Mhm. SDF, les problèmes migratoires, les voitures, le- le- la sururbanisation, etc. Mais c'est simplement parce que c'était cadré d'une certaine manière, ça frappait l'opinion de. Et aujourd'hui, effectivement, les problèmes qu'on traite dans ce film sont multipliés par 5. Rien n'a changé. Le film, lui, a pas pris une ride au niveau artistique, je pense. Absolument pas. Il pourrait être diffusé demain matin. D'ailleurs, peut-être que si mon film là marche bien, ce sera l'occasion que je pousse à ce qu'il soit rediffusé, ce film.
Ouais, je pense qu'il peut l'être. Je pense qu'il peut l'être. Je vais mettre le trailer dans les notes de l'épisode pour ceux qui ont la curiosité d'aller voir ce que c'est. Mais vraiment, j'ai été frappée. Je me dis, mais il aurait pu être fait cette année, quoi, ce film. Ouais. Ou est-ce que tu l'as regardé, tu l'as regardé récemment? Hein. Juste sur YouTube, le Ouais. trailer, Ouais. pour revoir un petit peu. Je suis une curieuse. Et non, j'ai envie de le revoir en entier, oui, bien sûr. Bon, je dis pas que faudra faire une petite fête après, hein, parce que le moral, effectivement, on prend un coup, mais bon. Si on n'en parle pas, Non, ça mais ira parce que pas mieux. ce qui a été critiqué, c'est vrai que le discours, le commentaire était très pessimiste. Et je pense que Mhm. s'il est rediffusé, il faut le rediffuser sans commentaire. C'est simplement que chacun se fasse Mhm. son propre commentaire par rapport aux images. Ouais, c'est Et vrai que c'était, moi, Nickelodeon pouvait être parfois. je l'avais tourné dans ce but-là, de le faire sans commentaire et de simplement par la force des images que les Ouais, gens prennent conscience que on est dans une direction un peu curieuse. ouais. Euh, Appuyer les images appuyées par un commentaire pessimiste, c'était trop. Le commentaire dans un documentaire, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Ça peut tout casser, comme ça peut tout porter. Mais justement, je voulais te demander pourquoi vous avez choisi Brice de Nice pour faire le commentaire des... Non, Parce que voilà, lui, au moins, Jean déjà. lui, il est gay. Il est gay. Il nous dit pas des safards hein, dedans, je Non, rassure. mais c'est pas. Non, j'étais intéressée par ce choix. Comment il est Ouais. arrivé dans l'équation, Ben, lui? j'avais au départ posé ma voix sur le film tout au long du montage, mais il est clair qu'aujourd'hui, pour intéresser moi, je suis pas assez Médiatisé. médiatisé pour attirer un très grand public. Et on souhaite que ce film soit vu par un très grand public pour que le message passe, pour que ce soit une espèce de pause. C'est un film très calme qui est un peu comme une bouffée d'air, non? Jean Oui, disait en il le veut un peu voyant de d'ailleurs, slow, quoi. Ouais. c'est presque comme un spa qui fait du bien. Et Ouais. donc, je lui ai montré le film avec ma voix, il a aimé, il a appris des choses qu'il ne connaissait pas, ça l'a intéressé. Il avait eu cette expérience de nager avec des cachalots à l'île Maurice aussi. Ok. Donc, c'était une expérience qui l'avait frappé, ému. Et il a accepté tout de suite. Et il joue le jeu parce qu'il porte le film. Et bon, et c'est clair qu'il y a tout un tas de gens que j'aurais, moi, peut-être pas touchés, qui là sont touchés par lui et vont être bénéfiques pour le message qu'on veut faire passer, quoi. Ça va toucher plus de monde. Ouais, visiblement, il s'implique. Il était là avec Oui, il s'implique, il était là, l'association, là. Hein. il est Vous parrain avez de été cette ramené. association. Mhm. D'une association qui lutte contre le plastique en mer et qui ramasse les plastiques sur les plages. Donc on est allé avec l'association ramasser du plastique et projeter le film ensuite. Et effectivement, ça attire tout de suite les médias. Si j'étais allé moi chercher ramasser du plastique, ça n'aurait pas intéressé personne. Donc ça diffuse un message positif et c'est une bonne chose que des gens comme Jean s'impliquent dans ce genre de choses. Et il le fait vraiment sincèrement. Et alors en plus, artistiquement, moi je pense que c'est un très bon comédien. Et il porte bien le commentaire. C'est pas joué, mais c'est pas non plus monocorde, machin. Il a trouvé le ton juste. Et je pense que ça apporte un plus artistique au film, une émotion supplémentaire que moi c'était très différent, c'était plus sérieux. Mais peut-être ça n'aurait pas été assez Oui, lui, il apporte distrayant. l'interprétation. Il apporte l'interprétation. Ouais, Je pense qu'il l'apporte bien et donc ouais. c'est un plus. C'est un vrai Ouais, ouais, ouais. plus. Moi, j'étais étonnée de le voir et intéressée de le voir dans cette palette-là, et c'est un succès. Hein. Et pour lui, c'était la première fois. Mais oui, je me demandais s'il avait déjà des expériences là-dedans, Non, mais première fois. c'est bien, il aurait eu un Oscar pour un film muet, et puis maintenant il fait que parler sans lui. Il aurait fait les deux extrêmes. Voilà. Une image sans la voix et la voix sans l'image. Je sais pas Intéressant. si on aura peut-être pas l'Oscar, mais À ton avis, c'est pourquoi les gens ne changent pas ou pas assez vite? Parce qu'on voit que depuis 2009, ça n'a fait qu'empirer dramatiquement. moi je suis très surpris parce que je pensais que le Covid, là, le confinement, ça allait changer les choses. Ouais. Je pensais que les gens allaient devenir plus raisonnables, qu'on allait voyager moins, que les gens avaient redécouvert un peu la France, les beautés, parce que la France est superbe, et qu'on Ouais. allait moins partir à quatre coins du monde, etc. Et là, quand je suis reparti récemment pour autre chose, et j'étais affolé de voir les aéroports pleins, et le flux touristes partout, etc. Alors bon, c'est peut-être un peu égoïste, parce que moi, je continue de voyager aussi, mais bon, pour Mhm. raisons professionnelles. Mais non, c'est un problème, et je sais pas. Je sais pas, j'ai l'impression effectivement que c'est pire depuis le Covid.
pas simplement le fait de voyager partout, mais un peu tout. La consommation, là. Oui, enfin, tout. Beaucoup d'entreprises qui ont vu que leur chiffre d'affaires, bah, forcément, ça n'a pas été terrible. Et puis, au contraire, quand tu reviens, bouchée double, quoi, les gars. Il faut qu'on Ben, récupère le manque à gagner. Alors que on s'est dit aussi, les gens vont prendre goût à la slow life, à plein de choses, mais non. Bon, voilà. Non, c'est quelque chose que j'essaie de vraiment savoir. Qu'est-ce qui fait bouger les gens? Mais je crois que comme le dit François Sarano, René, etc., c'est l'émotion, c'est savoir nager avec une baleine, ça te donne déjà beaucoup plus envie de les protéger. Et ton film, quelque part, nous fait nager avec les baleines. Ça, c'est voilà, formidable. moi j'ai voulu que les gens. C'est pour ça que j'ai choisi le cinéma et pas la télévision, enfin pas le petit écran. Et parce que je voulais que les gens. Je voulais faire partager cette expérience de nager avec des baleines. Et là, dans le film, en allant au cinéma, on a les baleines en taille réelle. On a des échanges de regards. Je voudrais que dans la salle, c'est silencieux, donc on est immergé aussi par le son Mhm. que j'ai mixé en Atmos, c'est-à-dire avec le son au plafond, sur les côtés, devant et derrière. Donc on est vraiment dans une ambiance sous-marine, au milieu du chant des baleines, etc. Et ça, on ne peut le vivre qu'au cinéma. On voit la baleine en taille réelle. Et je voulais que le spectateur observe les baleines et soit observé par les baleines. Je pense qu'il y a des regards et des close-ups sur des yeux de baleine qui regardent et qui en fait regardent les spectateurs. Et je voudrais que ce soit un échange. Et ça, c'est possible qu'au cinéma. Parce qu'il faut être concentré, il faut être dans le noir, il faut être silencieux, etc. Ah ouais, oui, oui, et ça c'est vraiment formidable. Et ces plans justement, ouais, plan séquence, on la longueur voulue pour que vraiment on ne soit pas en train d'être dans du zapping, mais vraiment on ait l'impression d'être là devant une baleine qui passe à son rythme, Voilà, d'être qui sous nous l'eau avec elle. regarde, Ouais. voilà, avec la fluidité, la lenteur d'un mouvement, pour nous en tout cas la lenteur, parce qu'elles elles peuvent aller jusqu'à 85 km/h, donc. Mais oui, si ça c'est très réussi, je trouve. Ouais. C'est pour ça, oui. Allez au cinéma. L'inspiration te vient d'un poème, en fait, pour les gardiennes de la planète, dont on va s'immerger maintenant dans ce film-là. Le poème de... Oh là là, comment ça se prononce? Heathcote Williams? Ouais, Heathcote Heathcote Williams. Williams. Ouais. Poète, acteur, activiste, un des plus vibrants plaidoyers contre la chasse à la baleine. Tu es tombé quand et comment sur ce poème? Et qu'est-ce qui t'a touché dans ce poème? Ben, je suis tombé par hasard au moment où je faisais des recherches sur les baleines pour trouver une idée, un film sur les baleines. Et le poème m'a plu. J'ai trouvé la manière dont il parlait des baleines intéressante. Les tournures de phrases qu'il utilisait étaient jolies. Enfin, les anglo-saxons sont très forts pour ça, pour imager les choses, pour vulgariser le propos scientifique, etc. Et j'ai trouvé donc sa vulgarisation accessible et intéressante. Et moi, je voulais, depuis toujours, dans tous mes films, je mets ce rapport de la planète avec l'espace et l'environnement. Parce que pour moi, l'environnement, c'est aussi l'environnement spatial. C'est tout l'environnement. L'environnement, c'est les étoiles, c'est la galaxie, c'est Mhm. l'univers, c'est notre environnement. Et lui fait aussi ce rapport-là. Et il a une phrase qui est le résumé de tout le film, c'est que vu de l'espace, la planète est bleue. Vu de l'espace, c'est la planète non pas des hommes, mais des baleines. C'est leur planète quand on regarde la Terre de loin. Parce que leur territoire est 3 fois plus Bien vaste que le plus nôtre. immense, ouais. Mhm. C'est celui qu'on remarque le plus Moi, quand on j'avais adoré approche la aussi Terre. ça. Ouais. Ouais. Mhm. Et donc voilà, donc je l'ai contacté, je l'ai rencontré. Malheureusement, il est décédé en cours de Oui, route. j'allais dire. Mhm. Ouais. Mais il était intéressé par. Enfin, il a tout de suite dit OK. Et puis voilà. Et donc après, c'était ses filles qui ont confirmé l'accord. Et voilà. Alors, je l'ai réadapté, c'est pas exactement le poème, parce que j'ai remis au goût du jour, parce qu'il a été écrit dans les années 80, donc j'ai donné des informations nouvelles. Et Mhm. puis j'ai changé l'ordre pour que ce soit construction, narration sur le film, etc. Mais il y a beaucoup de phrases, de parties qui sont tirées du poème. Bah justement, c'est un bon moment pour faire la question de ma plus grande fille. Pourquoi ils ont envoyé des champs de baleines dans l'espace? Voilà, parce que c'est fantastique justement ce rapport à l'espace. Et tu te dis, il y a dans une sonde qui est à des milliers et des milliers de kilomètres de chez nous maintenant, où c'est parti avec un enregistrement, entre autres, de chants de baleines. Alors, Non, mais c'est Carl Sagan qui a participé au programme Voyager. Et le programme Voyager, on s'est rendu compte qu'il y avait un alignement de planètes qui nous permettait dans les années 70 d'envoyer une sonde qui, par ricochet, comme au billard, par l'assistance gravitationnelle des différentes planètes, pouvait sortir du système solaire.
Donc, ils ont envoyé cette sonde et quand Carl Sagan a participé au projet, il a dit, mais si on sort du système solaire, on va ensuite voyager à jamais, parce qu'après, ça, c'est indestructible, dans la galaxie, et on va peut-être croiser une société intelligente quelque part. La probabilité est pas nulle Mhm. il y a tellement d'étoiles, tellement de planètes potentielles, il y a plus d'étoiles, il disait, que de grains de sable sur toutes les plages du monde. Donc il s'est dit, il faut envoyer un message, il faut mettre un disque avec un message, au cas où, pour qu'on leur dise qu'on existe. Donc ils ont conçu un message très compliqué. Ils se sont dit, le seul point commun, s'il y a une civilisation qui existe, c'est la science. Donc on va écrire un message scientifique. Donc ils ont écrit des formules chimiques, des calculs pour situer la Terre par rapport à telle et telle étoile, bon, bref. Et puis, ils ont dit il faut un témoignage de l'humanité, enfin des sociétés terrestres. Donc, ils ont enregistré des chants, des musiques, des témoignages de soit en 70 langues et dialectes. Ils sont allés en Inde, au Népal, en Afrique, etc., enregistrer des gens, etc., pour mettre des petits témoignages, des petits messages de bienvenue à d'éventuels extraterrestres. Et Carl Sagan a dit, mais les sociétés intelligentes, il faut aussi les baleines, parce qu'elles ont leur propre langage, leur propre système de communication, elles font partie intégrante des sociétés terrestres. Donc on a ajouté, dans les messages de bienvenue français, il y a un message français d'ailleurs, on peut le trouver sur YouTube, hein, l'ensemble des messages qui ont été dits. En Ok. français, c'est pas très passionnant, ils disent bonjour tout le monde, c'est tout ce qu'ils disent. Mais bon, il y a d'autres messages plus intéressants. Et Oui. il y a ce chant de baleine, qui est le tout premier chant qui a été enregistré par Penn quand il a enregistré la première fois un chant de baleine et qu'il l'a fait découvrir au monde entier. Donc c'est un chant historique, c'est le premier chant enregistré et qui voyage désormais à jamais parce qu'elles sont sorties là du système solaire et elles voyagent dans l'infini. Et peut-être que si ça tombe sur une civilisation extraterrestre, peut-être qu'ils ne comprendront que le chant de la baleine et pas nos messages à nous. Non, C'est le alors, seul non, mais animal c'est le dont le cri seul. a été Non, enregistré? il y a tout un arche de Noé à côté, des sons de. Mais ça, c'est dans les sons des animaux. Mais les baleines, ils les ont mis dans le son des sociétés. Ils l'ont mis avec les humains. Il y a Ah ouais, c'est intéressant ça. les messages en 70 langues et le chant de la baleine. Et après, il y a un autre Ah, c'est chapitre qui marrant sont le son ça. des animaux, le Ouais. son de la terre. Ils appellent ça le son de la terre. Donc, il y a le son du vent, le son des éruptions volcaniques, le son de la glace qui craque, le son de l'eau qui coule. Il y a un chien qui aboie, un éléphant qui barille, etc. Il y a des sons d'animaux, mais c'est pas classé dans c'est pas la même classification. Je vais essayer de retrouver ça pour mettre le lien aussi dans les notes de l'épisode si on sait le trouver facilement, c'est intéressant. Oui, bah, Voyager, sur le site de la NASA, son de Voyager, il y a tous les contenus du disque et vous avez toutes les photos. Il y a aussi des photos qui ont été envoyées, des photos de la Terre, des photos du quotidien, des villes, etc. Mais c'est vachement intéressant, j'ai un projet de film là-dessus. Mm. Comment les animaux terrestres ont fait pour se transformer en baleines? En fait, c'est une lente évolution. C'était un petit animal à fourrure et à pattes qui est descendu dans l'eau il y a 50 millions d'années et qui progressivement a perdu ses pattes, sa queue s'est transformée en nageoire, il a perdu tous ses poils et c'est devenu une baleine, mais ça a pris plusieurs dizaines de millions d'années. Et en fait, il avait comme ancêtre commun le chameau, la girafe, l'hippopotame et même le cochon. Voilà, mais lui, il a choisi d'aller dans l'eau et ses poumons se sont adaptés, ses jambes et ses pattes se sont transformées en nageoires et la queue s'est accrochée à sa colonne vertébrale. Et voilà. Mais c'est bien des mammifères, ça veut dire qu'ils ont le sang chaud et maintiennent leur température comme nous, 37. Et ils s'allaitent avec du lait, comme tu peux le voir dans le film, après la naissance. Pourquoi tu as voulu faire ce film? C'est quoi ton why, comme on dit aux States? Pourquoi la baleine? C'est parce que c'est un animal qui t'a touché? Qu'est-ce qui t'a dit? C'est le film que je veux faire maintenant. Non, ça fait très longtemps que je veux faire un film sur la baleine. En fait, depuis le premier jour où j'ai croisé le regard d'une baleine, j'ai voulu faire partager cette émotion. Et, enfin, c'est vrai que ça a été un choc, et d'entendre les sons des baleines sous l'eau, etc. À l'époque, j'en avais rêvé régulièrement. Et je me suis dit, il faut absolument faire un gros film sur les baleines. Machin. Puis le temps est passé, j'ai fait d'autres choses, machin. J'ai pas trouvé le bon moment, le bon sujet, le bon truc. Et c'est quand je suis tombé sur le poème, là, je me suis dit, bah voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et enfin bon, ça a pris du temps quand même.
parce que c'était il y a 10 ans. J'ai fait différentes versions du film, c'était pas le bon moment. Puis il y a un moment comme ça, on ne sait pas pourquoi, dans ce métier, d'un seul coup, en une semaine, ça se décide et hop, tout le monde est d'accord, on fait le film et on y va. Généralement, quand ça démarre mal, quand on a un projet de film et que ça démarre mal, qu'il faut recommencer à insister, convaincre les gens, etc., gna, 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 ça se fait pas. Ouais. Alors, il ne faut pas lâcher le C'est que c'est film, pas le bon moment. mais il faut recommencer un peu plus tard avec d'autres gens, etc. Et là, ça s'est décidé en une semaine. Hein. Oui, je voulais te demander ton processus quand tu réfléchis à un film. Donc ça, c'était une émotion que tu as eu envie de rendre, et puis tu as croisé le poème qui a donné un petit peu un noyau à tout ce qui tournait là. Et puis, comment ça se passe en général? Tu vois les séquences que tu as envie de filmer, ou t'entends des bouts de phrases, ou tu saisis un début d'histoire à raconter, tu te penches pour raconter la suite? Ben, c'est ça, c'est une envie, une curiosité sur un sujet, une envie par une rencontre que j'ai faite et je me documente un peu plus, et puis en me documentant, effectivement, je vois des idées, des images, des choses. Généralement, je fais un storyboard complet sur ce film-là. J'ai fait 250 pages de storyboard, des storyboards illustrés d'images d'inspiration, un mood board, quoi, qui donne un peu la couleur du film, ce à quoi ça va ressembler. Et d'ailleurs, quand on voit mes mood boards et mes storyboards, généralement, c'est pile poil le film tel que tu le vois là. Ça ressemble vraiment. Ah Ouais. oui. Donc là, j'ai fait machin avec cette ambiance de planète, de machin, de plans un peu particuliers, de plans inversés. Oui, 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 ce choix de renverser les montagnes, etc. Parce que les baleines, c'est vraiment ça. Elles vivent dans les 3 dimensions. Elles tournent, elles sont en suspension. Elles vivent la tête Ah. en bas, la tête en haut. Elles se tournent, elles nagent à l'envers à la surface. Oui, elles C'est font ça vraiment souvent bah aussi. ouais, ouais, Mhm. Ah. elles sont dans une autre dimension que la nôtre. Donc c'était pour vraiment vivre cette dimension-là et être à la place d'une baleine, quoi. Ah ouais. Ah, génial. C'est comme les astronautes dans la station spatiale. Au début, ils arrivent, ils dorment debout comme ça, et puis très rapidement, ils racontent ça, et ils peuvent dormir à l'horizontale, la tête en bas, à la verticale, n'importe comment. Il n'y a plus d'orientation. Quel que soit le truc, ils sont comme les baleines en suspension dans une autre dimension. Sous l'espace, ce monde sous-marin, c'est l'espace. C'est pour ça que les entraînements des astronautes, d'ailleurs, des cosmonautes, se font dans des piscines et dans la mer. Ouais, c'est vrai que c'est un parallèle super intéressant. Et puis aussi, tu as des séquences. C'est quoi ça? J'ai mon avis. Ça. Il y a une grande spirale là, verte. Là, ça, c'est des bloomings de phytoplancton. Oui, je me suis dit aussi que ça doit être le phyto, Ouais. mais ouais, j'avais jamais vu une image comme ça. Bon, je passe pas mal mes journées à regarder des documentaires non plus, mais c'est très, 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 Ouais, très c'est beau. beau, c'est du land art. Pour moi, la Terre est une œuvre d'art. D'ailleurs, c'est le mouvement, et j'adore le land art et le earth work, qui sont les travaux. Et c'est né de ce mouvement quand on a vu la Terre pour la première fois depuis l'espace, je crois que c'était en 68, au moment d'Apollo 8. Ça a créé, ils ont vu un lever de terre parce qu'ils ont fait le tour de la Lune et donc ils ont aperçu la Terre au loin, perdue, flottant dans l'espace. Et ça a créé tout un mouvement artistique qui est le land art et le earthwork, qui ont considéré que la Terre était une œuvre d'art. Et ça a lancé aussi tous les mouvements environnementaux parce qu'on s'est rendu compte qu'on était complètement perdu au milieu d'un océan ce que je dis, d'étoiles. On est comme sur une île, un Ouais, rocher à l'abri d'un monde ultra violent, parce que dès qu'on sort de la couche, qu'on est dans l'espace, c'est un monde violent. J'interromps l'épisode ici une seconde, et cette fois c'est pour t'encourager à soutenir les assos qui se démènent pour protéger les océans. Car Les Gardiennes, ce n'est pas qu'un film, il y a derrière cela toute une campagne qui compte bien avoir un impact positif. Alors si ce podcast te donne envie d'agir, toi aussi, dans les notes de l'épisode, tu trouveras un lien vers la page web qui te permet de signer une pétition en faveur des baleines, ou encore d'organiser une collecte de déchets, ou une projection. En voilà une idée qu'elle est bonne. Big up à l'IFAW, au projet Rescue Océan, à Longitude 181 et à la Fondation de la Mer qui se mouille derrière ce film, c'est de bon ton quand on parle d'océan, pour faire bouger les choses. Donc si tout ceci te donne envie de faire un petit ou un grand geste, rendez-vous sur gardienne-de-la-planète-lefilm.com/agir. Lien dans les notes donc, merci.
Sur un tournage, alors si je vais demander aux équipes qui ont travaillé avec toi ce qu'ils t'ont le plus entendu dire. Peut-être je dis, tu l'as eu? Tu l'as eu? Parce que tu vois des trucs, évidemment, les choses les plus belles, tu les vois à l'œil et tu les as pas forcément à la caméra. Donc quand je vois des choses fabuleuses, etc., non, mais ça, on l'a. Peut-être ça, je l'ai dit souvent. Parlons technique. Tu aimes utiliser tous les moyens, même un simple téléphone, comme tu l'as fait d'ailleurs pour Flore, un autre film très sensible sur ta maman, dont j'espère qu'on aura un peu le temps de parler, mais c'est un super travail, là aussi, faut être très juste dans l'émotion pour que ça puisse donner quelque chose. Mais donc ce téléphone, c'est resté dans tes outils de travail finalement. Dans quelle scène par exemple, et ça permet quoi pour les gardiennes? Bah, ça permet de faire des choses immédiatement quand on n'est pas prêt avec la caméra plus sophistiquée qui demande plus de préparation. Ça permet d'enregistrer des sons. Moi, j'ai enregistré pas mal de sons avec le téléphone, du souffle, des choses. Ça permet ouais, de faire des prises de vue. Parfois, j'ai fait des choses à ras de l'eau avec le téléphone. Comme en plus maintenant, il est stabilisé. Ça fait des images super clean. Enfin bon, j'ai pas fait non plus tout le film avec le téléphone, mais j'ai effectivement deux, trois trucs. Et maintenant, il y a des logiciels qui permettent d'améliorer la qualité encore plus. Et donc, ça passe sans problème sur des écrans géants. Donc c'est la rapidité, pouvoir saisir justement, pour pouvoir la voir Mm. justement. Comme ça tu l'as eu. Et puis, je fais beaucoup de choses avec le téléphone pendant le repérage, quand je pars en avance tout seul pour choisir le bon lieu, les bonnes personnes avec qui travailler, etc. Et souvent, il se passe des choses pendant le repérage qu'on n'a jamais plus après. Et donc, j'ai toujours avec moi un petit truc, soit l'appareil photo, là, l'Alpha 8, l'Alpha 7, soit parfois des trucs au téléphone. Ça me permet aussi de faire des cadrages et que je montre le type de plan que je veux à l'opérateur qui est lui avec l'autre caméra. Et qu'est-ce qu'il y a comme... c'est quoi ton truc dans un film? C'est quoi ta petite marque de fabrique? Bah, non, moi, c'est des plans très graphiques. Je fais jamais pratiquement de zoom, très rarement. J'essaie de faire des plans fixes où il se passe quelque chose dans le plan et qui soit graphique. Si je fais de la photo, c'est toujours assez photographique, mes cadrages. Et après, en montage, ma marque de fabrique, je fais jamais de fondu enchaîné, par exemple. J'étais furieux sur la bande-annonce, là, ils avaient fait des fondus enchaînés, et c'est pas mon style, c'est pas ma marque de fabrique. Les fondus enchaînés, c'est Une c'est une facilité? Tu te facilité que je me refuses? refuse. Je trouve que c'est pour passer, quand on ne sait pas comment raccorder deux plans, on fait un fondu enchaîné qui passe d'un plan. Alors ça peut être utile pour la fiction, sans doute, ou pour peut-être Mhm. pour donner l'idée du temps qui passe, passer à autre chose. C'est vrai, j'ai un fondu enchaîné dans le film, Ah, il a mais on craqué. le remarque pas. On le remarque pas. Je vais re-regarder Et c'est à la pour recherche du illustrer fondu justement le enchaîné. temps qui passe. C'est pendant le Ah, voyage. J'ai un plan mhm. du soleil qui se couche, qui se fond avec. C'est un plan latéral qui se fond avec un plan un travelling latéral qui se fond avec un travelling horizontal, qui donne une impression de on ne comprend plus où on est et en même temps le soleil, la lumière change. Et c'est pour illustrer le voyage depuis l'Antarctique à Tahiti et les journées qui passent. Donc là, ça se D'accord. justifie. Allez, Mais c'est un fondu enchaîné sans voilà. sujet, ce sont des ciels. Donc, il faut venir avec 3 pages de justification si on veut venir plaider pour un fondu enchaîné dans tes films, visiblement. Alors, il faut que tu m'expliques aussi un truc. Il est dit dans le film que le chant des baleines est sur la même fréquence que la vibration sonore des étoiles. Mmh. C'est poétique ou c'est réel, ça? Non, non, c'est poétique et réel. En fait, le CNRS avait mis des canons à neutrinos dans les fonds marins. C'est pour capter les particules cosmiques qui traversent la Terre. C'est pas des canons, c'est des capteurs à neutrinos. Il y en a un au Japon, un en Suisse. Et le CNRS avait un programme, le programme Antares, qui était de mettre ça dans les océans, un peu partout, pour capter ces particules cosmiques. Et en mettant ça, donc en étant sur une fréquence précise qui est la fréquence des particules cosmiques, etc., ils ont entendu les chants des baleines. Ils entendaient des ondes, parce que c'est des ondes après parce que c'est pas audible à l'oreille humaine, mais ils réinterprètent, etc. Et ils en ont déduit qu'elles étaient sur la même fréquence que les particules cosmiques. Et d'ailleurs, Ah, c'est beau, ça. il y a ça, il y a un son de la NASA qu'on trouve aussi sur le site de la NASA, qui est le son de la Terre. C'est pour ça que j'ai mis des plans de la Terre avec, on entend ces chants de baleines qui depuis l'espace, etc. Ils appellent ça le Earth Rumble, enfin le murmurement de la Terre, et ça ressemble à un chant de baleine. C'est un. Allez. Et quand Voyager est sorti du système solaire,
quitté l'héliopause. Il a enregistré le dernier son, parce qu'il y a des capteurs aussi sur la sonde là, qui part, et qui maintenant est trop loin pour qu'on capte vraiment des trucs. Ils ont capté un son en quittant l'héliopause, c'est-à-dire la zone d'influence du Soleil, parce que le Soleil émet des trucs, et puis à un moment donné, ça s'arrête, et là, on change le système solaire, c'est une autre étoile, on est sous l'influence d'une autre étoile. Et ils ont capté des sons qui ressemblaient à des chants de baleines aussi. Ouais. Et, voilà. Ah oui, donc c'est Et c'est vraiment pour une ça que moi, fréquence dans pas mal de films, particulière. avant ce film-là, quand je mettais des scènes de l'espace, des planètes et que j'avais besoin d'une ambiance sonore, je mettais toujours des chants de baleines, mais à l'envers. Ça faisait des sons. C'est pour Passionnant. ça qu'il n'est pas impossible qu'elle communique peut-être avec une civilisation extraterrestre quelque part. Waouh! Alors, tout commence dans ton film par une baleine échouée sur le sable. Hein. Je crois qu'on ne spoil rien en disant ça. Est-ce que on sait pourquoi les baleines s'échouent par contre Non, bah, ça reste un mystère. Généralement, quand elles s'échouent, c'est qu'elles sont malades, qu'elles ont un problème, elles sont en mauvaise santé. D'accord. Je sais qu'on retrouve parfois énormément de plastique dans le Ouais, ventre. plastique. Il y a la nuisance Sonore, ah oui, sonore. Ouais. c'est un potin maintenant, les pauvres, elles doivent être complètement Donc, comme perturbées. Tu tout vois sous le l'eau se trafic passe maritime. par les sons, il est Mais probable oui, que ça perturbe leur navigation. On ne sait pas trop, je pense. on Il ne sait pas faut poser la encore. question à des scientifiques spécialisés, mais je crois que enfin, la règle numéro un, c'est que généralement, elles sont malades. Elles sont en mauvaise santé et elles s'échouent un peu comme les éléphants vont, quand ils sont malades, se rapprochent des points d'eau pour avoir des sources de nourriture plus molles et on trouve toujours des ossements d'éléphants près des rivières. Pour ça, d'où la légende Mhm. du cimetière des éléphants. Ah, d'accord. Et donc les baleines trouvent plus de nourriture plus proche des côtes Non, non, alors, hein, non, ça c'est serait pas ça, ça? mais Ah, malades, elles cherchent un endroit, je sais pas, elles sont fatiguées, elles perdent de l'énergie, elles sont désorientées peut-être je sais pas, elles ont des facultés amoindries, donc ouais. diminuées et elles s'échouent quoi, par accident. Donc, et de cet échouage, donc tu racontes, si on peut dire ce mot-là, je connais pas. Tu racontes donc l'histoire des baleines, leur migration, leur manière de se nourrir, de se reproduire. On voit des images de René Renéuzet, hein, qui est déjà passé dans le podcast et qui va participer à ce film. Vous avez repris la scène de l'allaitement du bébé cachalot, hein, qui d'ailleurs, je crois que c'est même pas sur sa mère, je crois que c'est sur une nourrice, parce qu'ils ont un système de nourrice chez les cachalots. Donc ça, c'est une très 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 belle image aussi, il y a des nounous. Par contre, je connaissais pas du coup cette image. Tu as ajouté de très jolies volutes de lait là qui s'échappent en fin de tétée. C'est par la suite que tu as rajouté. Oui, oui, bah c'est des plans serrés de l'allaitement. Et au tout début, Mhm. c'est une, Tu vois, il y a des volutes de ouais, lait comme ça, ouais, juste l'eau et le lait qui se c'est une mélangent. image créée que j'ai créée moi, que j'ai tournée moi, avec c'est une image artistique C'est très beau. Oui, elle est, pour ouais, introduire le poétique, lait, vraiment. poétique. Ça rajoute Mm, quelque chose. Oui, on est comme ça, on reste entre mm. le documentaire animalier et une image plus poétique de la chose. C'est très joli, c'est très très joli. Très belle scène aussi. Tu dis que la maman baleine à bosse apprend à entre guillemets parler, à chanter à son bébé, et on reconnaît vraiment le babillement du bébé. C'est incroyable. On se dit, on est quand même très 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 éloigné, même si on est des mammifères, mais on reconnaît comme quand on a eu un bébé qui fait ba ba ba, et t'as l'impression que c'est un peu ça que t'entends avec ce baleineau qui chante. Il faut pas trop assimiler, interpréter, mais parfois c'est flagrant que si beaucoup de choses nous séparent, il y a aussi c'est aussi touchant de voir tout ce qui nous rapproche. Ah bah ouais, ouais. C'est très très Ça fait proche. partie de Toute, l'émotion du ouais, film. toute la coopération, la tendresse, l'éducation, etc. C'est très similaire. On est des mammifères comme eux. Le lien profond à la mère aussi. La fierté d'une jeune maman. René m'avait raconté une anecdote qu'il avait loupé la naissance je sais plus si c'est avec Irène Gueule Tordue ou quoi, il y a un cachalot avec laquelle, femelle avec laquelle il a un contact particulier. Il dit quand il était revenu, elle était vraiment venue lui présenter son baleineau. Elle était passée plusieurs fois devant lui comme ça,
Voilà, c'est pas un comportement typique, donc elle l'a vraiment reconnu, elle est allée vers lui avec le baleineau pour lui présenter, quoi. Donc, on se dit, c'est dingue, on a envie effectivement d'interpréter comme quand on est jeune maman et que, voilà, on montre des photos à son bébé, de son bébé à tout le monde, ou le bébé, voilà, on a une énorme fierté en se disant, là, Et apparemment, ça, ça on l'a peut être vécu, universel ouais, on l'a aussi. vécu avec des baleines grises et avec des baleines à bosse aussi. Mmh. Baleine grise, Ah oui. vraisemblablement, est tombé, là, le petit qu'on voit dans le film, là, en mi-haut, mi-air, un peu fripé, vraisemblablement, il avait 2, 3 jours, et la mère ne cessait de le pousser vers nous, de nous le montrer, de le Ah laisser oui. jouer, etc. Ah oui. Et pareil avec Ah une oui, baleine à oui, bosse, oui. là. Et je pense que c'est pour, Le enfin, ce montre. que disent les types qui plongent au quotidien avec les baleines, les scientifiques, etc., que c'est pour déniaiser un peu le bébé, quand c'est à partir d'un certain stade d'éducation, et elle l'encourage à la curiosité. Ah, c'est super intéressant, hein. Que peut-on faire en tant que citoyen lambda, hein? Voilà, parce que c'est vrai que on se dit parfois quand on est là, les filles aussi disaient maman, qu'est-ce que je peux faire? Qu'on peut faire pour les baleines? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les baleines? Déjà, à un petit niveau, on peut peut-être faire attention à tous les déchets plastiques qu'on jette n'importe où et qui, si elles sont jetées n'importe où, retomberont forcément un jour dans la mer. Et forcément, si on fait rien avec le plastique, d'ici peu de temps, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Et donc ça sera un gros problème. Donc déjà, ça, c'est un petit truc qu'on peut faire. Et on peut se reconnecter à la nature. Enfin, on peut pas demander aux petits Parisiens d'aller sauver les baleines, mais on peut se sensibiliser les gens autour de soi sur le fait qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a aussi les baleines, et puis les éléphants, et puis les abeilles, et puis d'autres sociétés qu'on partage, qu'on fait partie, passer le message qu'on fait partie d'un ensemble, les êtres vivants sur une planète vivante qui, a priori, pour l'instant, est la seule, Viable pour en nous. tout cas dans le système solaire. Quel est le fail qui t'a le plus appris, l'échec, l'erreur, la claque, mais qui, voilà, s'est avérée formatrice? Le bac, c'était mon plus grand échec. Est-ce qu'il t'a appris quelque chose, au moins? Si tu n'avais pas appris la matière du bac, est-ce qu'échouer au bac t'a appris quelque chose? Ouais, ou t'a apporté quelque chose d'inattendu? Ça va apporter la curiosité, le fait de m'éduquer seul, devenant curieux et en créant ma propre université. Et non, Mhm. l'échec professionnel, j'en ai eu beaucoup, hein, donc je sais. Ah oui, mais pour réussir, il faut beaucoup d'échecs derrière, ça C'est c'est... beaucoup d'échecs. Non, c'était de ne pas Mhm. écouter les autres. Et, en fait, il faut écouter, pas forcément les suivre, mais il faut écouter toutes les critiques, tous les conseils, toutes les remarques. Après, faire le tri et décider soi-même, mais il faut pas s'enfermer dans son truc et foncer en se disant qu'on est le seul à avoir raison. Mhm. Ouais. Savoir faire le tri aussi derrière, évidemment, faut pas que ça devienne Faut paralysant. pas que ça devienne Mais toi, paralysant. c'était le problème inverse. Quel est le succès dont tu es le plus fier? Ouais, bah, le film Flore, qui est pas un succès Mhm. commercial, il n'a pas été fait pour ça, mais il a énormément contribué à faire changer les choses dans la prise en charge des maisons de retraite en France, en tout cas. Il a interdit certains médicaments qui sont devenus, et puis il a permis de former énormément de gens à la prise en charge des personnes, des seniors. Et il a eu 3, 4 thèses d'étudiantes dessus. J'ai plusieurs écoles d'infirmières qui se servent du film pour apprendre aux gens à prendre en charge à former les aides-soignants. Et sans arrêt, j'ai encore reçu cette semaine une demande de projection pour des aides-soignants, etc. Et donc il sert énormément et je pense qu'il a été utile. Oui, oui, oui. Bah, d'ailleurs, c'est peut-être le bon moment pour en faire un petit synopsis pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc, de Flore, je vais peut-être te laisser le faire parce que Oh non, je déjà, préfère te le laisser le film est faire. tellement Ouais. sensible que c'est. Ouais, c'est un film très intime déjà, puisqu'il s'agit de ta mère, de la maladie d'Alzheimer, qui a pesé sur ses dernières années de vie. Et alors, ben là, je crois que tu as mis ta carrière solidement en veilleuse, hein, pendant 5 ans pour t'occuper Ouais, un pendant 5 maximum. ans, pendant le Je truc, et me trompe puis pas. quand on met sa carrière en veilleuse, ça dure plus longtemps derrière parce que pour revenir, c'est plus compliqué.
Les gens Oui, vous ont oublié, ou c'est oui. plus les mêmes. Donc ça fait des. Oui, c'est ça, j'avais trouvé ça un choix très, très courageux. Donc c'est un film, du coup, vraiment impliqué. Tu t'es vraiment investi totalement. Et En fait, j'ai pas fait déjà les. le Ouais. geste, voilà. Enfin, Donc, c'est pas le film, hein, parce que le film c'est un accident. Je sais pas imaginé faire un film. Bon, d'abord je filmais parce que les neurologues donnaient des médicaments qui créaient des comportements curieux. Donc j'ai mhm, filmé pour montrer aux neurologues que les médicaments avaient un effet néfaste sur le truc. Parce que les neurologues, ils se déplaçaient pas dans les maisons de retraite, les machins, parce que maman avait été mise en mhm, maison de retraite sans mon accord, et moi j'étais sur des tournages, etc. Et bon, j'avais pas eu le temps de. Et le truc, le film, enfin, à ce moment-là, j'ai mis ma carrière de côté pour la sortir de là et la réinstaller chez elle en Corse, tranquille. Mais tout le monde me disait c'est impossible, les médecins me décourageaient de le faire, on me disait que c'était moi qui avais un problème qui fait que j'accepte la maladie, etc. Mais moi, je me voyais mal continuer à filmer des baleines, des éléphants, attendre le plus beau coucher de soleil au fin fond de l'Afrique pendant que ma mère était en train de mourir entre trois murs dans une maison de retraite sordide. Donc j'ai mis ma carrière de côté pour la sortir de là et pour m'en occuper. Et très rapidement, j'ai vu qu'elle allait beaucoup mieux. Très rapidement, elle s'est mise à, parce qu'elle était dans un fauteuil roulant, elle pesait 30 kilos, comment c'était dramatique, elle était en fin de vie. On a arrêté tous les médicaments et on a remplacé ça par le soleil, la mer, l'air, les massages, les trucs. Et elle s'est mise à remarcher, elle s'est mise à reparler et on lui a réappris à nager, elle s'est mise à renager et voilà, et elle a vécu 6 ans normal. Et elle est partie malheureusement depuis, mhm. mais par toute autre chose. C'est un cancer qui l'a emporté. De l'estomac qui n'a rien à voir avec la maladie d'Alzheimer. Parce que la maladie d'Alzheimer, on Ouais. n'en meurt pas. On peut vivre avec, on meurt parce que on est mal pris en charge et on est dénutri, affaibli, et on meurt de ça. Et quand on rentre dans une maison de Mhm. retraite Alzheimer, généralement, les gens ont 6 mois d'espérance de vie et meurent. Et comme c'est des groupes commerciaux qui sont là pour remplir des lits, euh, c'est pas un problème, comme il y a tellement de Ça les cas. dérange pas. Voilà. Mhm. Enfin bref, depuis d'ailleurs, il y a Ouais. eu tout un bouquin qui est sorti, qui a fait scandale en France, parce que enfin, ça a créé un scandale avec les maisons de retraite, etc. Mais la vieillesse, c'est un vrai problème dans nos sociétés. Oui, ça ne devrait pas Ça l'être. ne devrait C'est pas un l'être. problème qui ne devrait pas Voilà. On devrait exister. pas. Ouais. C'est le cycle normal de la vie de s'occuper de ses parents en fin de vie. C'est pas Mhm. le cycle normal de la Mhm. vie, c'est pas de se concentrer sur sa J'ai pas le carrière et de temps. faire de Ouais. l'argent. J'ai pas le temps, j'ai mon boulot, j'ai mon machin. Enfin bref. Et Mhm. donc c'est ça le film. Voilà. Et c'est le film dont je suis le plus fier. Film Flore, sorti en 2014. C'est vraiment très très touchant. Puis c'est vrai que c'est beau de revoir cette maman qui touche l'eau, tu as des plans, on voit bien le soleil, tu mets en valeur le beau soleil corse et on la voit effectivement reprendre vie et vivre quoi jusqu'au bout et non pas Mm. être enfermée chimiquement et sans doute être très mal dans son corps. C'est aussi un beau chant d'amour à ta mère, mais aussi à la nature et au fait que finalement c'est vraiment la chose qui nous fait le plus de bien à tous les stades de la Ah ouais, vie. ouais. D'ailleurs, il y a des études sérieuses sur les chambres d'hôpitaux, les chambres qui ont une vue sur des arbres. euh, les patients se remettent plus rapidement et ont des réminiscences. Et les chambres qui ont vue sur un mur fermé ou pas de vue du tout, etc., les patients récupèrent moins bien et voient leur situation s'aggrave. Oui, c'est vraiment un film touchant sur l'espoir, sur la dignité retrouvée et sur la gratitude d'un fils. Comment est-ce qu'on arrive à faire un film à l'émotion aussi juste comment tu fais pour avoir le recul nécessaire avec un sujet qui on ne peut pas plus proche? Ouais. Bah là, c'était un peu particulier parce que ça, j'ai filmé ça comme ça. Et je filmais aussi pour ma sœur qui vit aux États-Unis et pour lui envoyer des nouvelles. Donc, il y a des moments touchants, amusants, etc., que je filmais beaucoup au téléphone. Donc, j'étais plus au départ un film de famille. J'ai hésité d'ailleurs beaucoup. C'est pour ça que j'ai produit moi-même et que j'ai pas cherché de partenaire ni quoi que ce soit, rien du tout, parce que j'étais pas sûr de vouloir le montrer, ce film. C'était un film pour moi, basta. Puis quand je l'ai fini, parce que aussi ça m'a permis de tenir le choc
parce que j'avais quelque chose à faire. Donc j'ai travaillé sur, je me suis dit, tiens, je vais faire un film, ça va m'occuper. Et puis à la fin, quand je l'ai montré à droite à gauche, on m'a dit, il faut que tu le montres. Et c'est là où j'ai pris la décision de le montrer. Et j'ai été aidé par des amis qui sont bien implantés dans le métier, qui m'ont trouvé un distributeur, et puis on l'a distribué. Voilà. Et puis là, il a marché à l'étranger pas mal. Ouais, oui, il a été reconnu, Aux je ne sais États-Unis, au plus où, en Canada. pays Ouais. anglophone. Ouais. Non, c'est un film Voilà. important. Je l'ai montré, j'ai fait des festivals à New York, à Washington, à Los Angeles, à Vancouver. C'était... C'est difficile de mettre des mots parce que voilà, c'est à voir. Je ne sais pas si on ne peut le voir qu'en projection, celui-là. Il n'est pas disponible nulle part en location. Si, il est. Je crois qu'il l'est Mais tu sais quoi, je vais mettre le lien. sur Universiné. Ouais, j'ai jamais voulu. J'ai eu des demandes pour la télévision, j'ai jamais voulu. Je veux pas qu'il soit diffusé à la télévision parce que je voulais qu'il soit regardé dans un contexte de respect, une salle noire, silencieuse. Voilà, je voulais pas que ce soit comme ça, que ça passe, ça zappe, que les gens aient une télé ouverte dans un restaurant ou dans un bar et qu'on voit, comme c'est des choses assez intimes, que ce soit regardé avec respect, donc que en salle. Ouais, ça, je comprends. Si tu avais Jean-Albert en face de toi, celui que tu étais à 20 ans, tu lui dirais quoi? Que le temps passe très vite et qu'il faut se battre au quotidien et imposer ses idées, enfin essayer d'aller vite. J'ai tendance au tout début à me dire bon, j'ai le temps, je le ferai un peu plus tard, et à laisser le temps passer comme ça. Donc à prendre conscience que le temps file à une vitesse dingue. Bah, toi, t'as bien saisi t'as bien saisi tes chances, toi. Moi, j'ai énormément, non mais j'avoue, j'ai énormément de chance. Je suis un peu le Forrest Gump du cinéma. J'ai des rencontres qui se font par hasard de gens comme Jean Dujardin, par exemple, ou Nicolas Hulot. J'ai jamais cherché à rentrer en contact avec eux. Et c'est vrai que j'ai eu ce côté-là. J'ai une espèce de bonne étoile. Je rencontre les bonnes personnes au bon moment et par Ah, hasard. Donc, faut croire en sa chance aussi. aussi. D'accord, beau message également. Bah, c'est quoi les ingrédients pour vivre ses rêves, d'après toi? Je sais pas. T'as l'air bien placé. Tu sais pas? Non, bah Rattleback? c'est d'y croire, c'est de croire en soi, enfin de croire que tout est possible, que c'est une question de volonté, de rien lâcher, de toujours, si on pense avoir la bonne idée, la bonne envie, le bon projet de vie, bah, il faut faire tout pour le mettre en œuvre. Les baleines, euh, les baleines, ça fait longtemps, on m'a souvent dit, oh, c'est pas possible, etc. Gna, gna, gna. Il faut toujours y croire, puis continuer à proposer, attendre un peu, faire autre chose en attendant, et puis revenir. Et puis si on pense vraiment que notre idée est la bonne, il faut maintenir son cap, enfin, dans ce métier de la création en tout cas. Est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire, quelque chose qui dans ta vie dit, hein, Vivre heureux de son vivant, car on sera mort longtemps. C'est de qui C'est un ça? proverbe africain. Alors, ton actualité du moment, c'est Les gardiennes de la planète. Le titre est expliqué dans le film, donc il faut aller le voir. Ouais, le titre en anglais d'ailleurs était Whale le titre Nation. anglais et Whale Nation, le titre du poème, qui est un bon titre aussi. Ouais. C'est la société des baleines, la nation des baleines. Il faut vraiment voir Le film pour peuple, avoir le toute peuple des la baleines. dimension de ces deux mots, ou de pourquoi les gardiennes de la planète. Hein. Oui, ça m'a aussi pas mal ouvert les yeux. Donc le film sort le... Et je 22 mettrai en les France. références pour la Belgique, je crois que c'est un peu plus tard, donc je vais me Ouais, tenir je au sais pas courant pourquoi, mais- pour pouvoir le mettre. Ouais. Ouais. Et donc, tu travailles sur autre chose pour le moment? On peut déjà savoir, ou poursuivre tes activités? J'ai différents projets. Ouais, bah, j'ai ce projet sur Voyager, sur Oui, l'histoire du disque de ça j'ai Voyager. hâte. J'ai un projet sur les éléphants, puis j'ai un autre projet sur la mer, mais qui est confidentiel pour Ah, l'instant. Là. teaser. En tout cas, voilà, moi, c'est un film que j'ai énormément apprécié. Ce qui m'a fait découvrir un autre film que je sens que je vais beaucoup aimer aussi, donc sur Flore. Un grand merci pour ton temps ce Merci. matin. Et j'espère, si peut-être je serai présent à Bruxelles pour la projection du film, s'ils font une avant-première et qu'ils me demandent ma présence pour faire une présentation du film, je viendrai avec plaisir parce que j'adore Ce Bruxelles. serait très chouette en tout cas. Un grand, grand merci. Merci, à bientôt. Pour la suite, rendez-vous dans les salles à partir du 22 février pour voir comme il se doit sur grand écran ce film dont on t'a touché un mot ou deux pendant cet épisode. C'est grandiose, c'est touchant, c'est étonnant, c'est inspirant.
Bref, va te mettre des étoiles dans les yeux et je te promets un super beau moment dans un univers encore tellement méconnu, l'océan et notre planète bleue. Dans le prochain épisode, on va parler d'un film qui lui aussi a bien secoué ma vision des choses, mais cette fois en ce qui concerne l'aventure. L'aventure est d'ailleurs le titre du film de Marianne Shaw, dont nous parlerons, qui tourne pas mal dans les festivals en ce moment et qui sera présenté à Into the Wild à Bruxelles et à Wavre en mars. On en reparle. Alors, à bientôt. C'était très chouette. C'est incroyable ce que font les baleines. Je trouve ça amusant. Et des fois, c'est rigolo. Rigolo, qu'est-ce que t'as trouvé drôle? La baleine qui joue avec le seau plastique, ça. Et c'est ça que t'as préféré dans le film? C'est la scène avec Elliot? Je pense que j'aimais autre chose aussi, mais j'ai peut-être oublié. Et aussi avec le tourbillon qui disait que tout ça, ça vaut presque comme toutes les forêts du monde. Ah oui, le tourbillon. Et aussi les bulles là. Oui, et les bulles. Non, t'aimais bien toutes les spirales quoi alors. Oui, j'aimais bien aussi les petits microbes, fleurs et tout ça qui restaient Le phytoplancton au microscope. Trop beau, hein? Ce qui m'a pas plu, c'est que les pêcheurs tuaient les baleines pour faire de l'huile pour les lampes, pour les chaussures et les rouges à lèvres. Et les savons, je pense. Ça m'a rendu triste. Et quand il parlait que les baleines, c'est un peu comme notre oxygène. Et si elles meurent, nous aussi, on meurt. Ah, oui. Ça m'a rendu un peu triste. Mais du coup, ça te donne aussi envie de les protéger. Oui. Ouais, super. Et j'ai bien aimé l'histoire avec la petite fille qui sauvait la baleine. Ah oui, super. Et toi, Amandine? Moi aussi, j'aimais bien les phytoplanctons. J'aimais bien les spirales. J'aimais bien quand la baleine faisait un petit arc-en-ciel. Oui. C'était un petit peu amusant avec sa danse. Ah oui, et je trouve que c'est très joli son chant. Merci, Amandine. De rien.